le Parti de la Nation occitane, qui s'appelait au début Parti nationaliste occitan, qui était fondé en 1959, et le premier parti politique occitan constitué, si l'on accepte Paul Ricard et Georges Reboul, qui se présentaient comme nationalistes provençaux, mais en sachant aussi bien qu'à l'époque que le terme provençal, ça pouvait aussi recouvrir l'ensemble des pays d'Oc. Et la preuve, c'est qu'ils éditaient un journal qui s'appelait Occitanie, qui était politisé, mais pas dans un sens indépendantiste. Il y a une affirmation nationale, donc de l'Occitanie ou dite Provence comme nation, et donc c'est quelque chose qui a été repris par François Fontaine, qui lui est parti plus d'une conception générale de l'humanité pour dire, voilà, il y a une théorie, donc il a élaboré une théorie qu'il a appelée ethnisme, qui dit partout où il y a une langue, il y a une nation. Il y a un peuple qui porte cette langue, généralement un territoire qui doit y correspondre, où il peut se réaliser, et donc une culture propre. Il y a des tas d'éléments qui sont identifiés très souvent comme constitutifs de la nation, mais l'élément important, synthétique, qui peut dire là il y a une nation différente des autres, et comment elle se délimite, c'est sur la base de la langue, dans ces variétés où d'un point à l'autre les gens arrivent à se comprendre, ce qui est attesté pour l'occitan depuis les travaux des romanistes au XIXe siècle et même avant. Donc Fontaine s'est découvert occitan lui-même, et à ce moment-là il faisait comme la totalité des occitans, ou la quasi-totalité, puisqu'il y en a quelques-uns en dehors des frontières françaises qui se croyaient français du Midi, mais français comme les autres, avec un peu de particularité. Il a dit non, ma vraie nationalité c'est occitane, et donc j'applique ma théorie à moi-même, et donc l'Occitanie est une nation qui a un droit légitime à l'indépendance, et même la voie du progrès pour elle, c'est cela. Et ça se passait quand même à une époque historiquement bien constituée, bien donnée, c'est celle de la décolonisation. En 1959, la France était en pleine guerre d'Algérie, et d'ailleurs, Fontaine a identifié assez vite que l'indépendance de l'Algérie, que tout le monde, encore à cette année-là, et même a fortiori 2-3 ans plus tôt, considérait que c'était une province française normale, autant légitime que la Bretagne, le Béarn ou l'Alsace, eh bien, l'indépendance de l'Algérie, qui était inéluctable, mettrait un sale coup dans l'idéologie française, et que les Occitans prendraient conscience que peut-être leur sort n'était pas très différent de celui des Français de l'autre côté de la Méditerranée, c'est-à-dire des Français qu'on essayait de convaincre que leur avenir radieux était dans la France, dans l'Algérie française. Et donc le PNO s'est créé en mettant tout de suite en application ces théories ethnistes qui ne sont pas seulement de l'affirmation nationale, et encore moins de l'affirmation nationale spécifiquement occitane, mais de l'affirmation de l'humanité à se réorganiser en tenant compte, en valorisant et en favorisant le fait national, et en collaborant, en promouvant la collaboration entre les nations. Donc l'Algérie, qui était très clairement pour Fontaine non pas une nation au sens de sa théorie, mais disons un territoire peuplé d'Arabes et de Berbères, qui constituent les deux nations qui coexistent en Algérie et sur le reste de l'Afrique du Nord. L'Algérie avait droit à son indépendance, avec un front de libération nationale qui rassemblait avec des fortunes diverses les Arabes et les Berbères en lutte pour leur libération, à charge pour eux de voir comment ils pourraient gérer le caractère finalement binational de l'Algérie, avec deux langues indigènes, avec deux langues nationales. Mais c'était pas la question prioritaire à l'époque. La question prioritaire était de soutenir la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, et Fontaine et les premiers adhérents du PNO se sont mouillés leurs chemises comme porteurs de valises, c'est-à-dire aide au FLN, aide aux déserteurs, et ce qui leur a valu
des ennuis d'hiver, des passages par la case prison. Pour Fontan lui-même, il a passé les Alpes et il s'est établi en Occitanie italienne, donc c'était pas vraiment un exil puisqu'il restait en Occitanie, mais c'était l'arrivée dans un territoire qu'il connaissait absolument pas, où il avait un contact épistolaire avec quelqu'un qui a aidé à l'accueillir, et avec aussi l'arrivée dans un pays où, pareil qu'en Occitanie française, l'Occitanie italienne, qui rassemble 12 vallées, l'équivalent en territoire d'un département français, mais sans grande ville capitale, les habitants étaient tout autant ignorants de leur caractère occitan, de leur nationalité occitane, et il a joué un grand rôle là-bas. Donc Fontan arrive en Occitanie italienne, dans le village de Frasino, et s'installe là et prend contact avec la population et est accueilli. Il a rendu des services aux gens qui avaient souvent travaillé en France, en banlieue parisienne, et qui avaient des difficultés pour faire leur papier de retraite ou des choses comme ça. Mais il a aussi discuté avec qui voulait bien de la situation nationale occitane de ces vallées, donc convaincu suffisamment de monde pour qu'il fasse un mouvement autonomiste occitan, alors que quelques années avant, les gens ignoraient totalement qu'il soit occitan. Quelques-uns se disaient provençaux, parce qu'il y a une parenté et un prestige habituel de la Provence, mais ça ne dépassait pas une vallée et demie. Et donc ce mouvement a même eu des résultats, donc des élus aux élections municipales qui se sont déroulées par la suite. D'autre part, Fontan avait commencé par là-bas le travail de délimitation de la nation occitane, qui n'était pas partout bien connu, parce que ce n'était pas un sujet sensible pour beaucoup de gens, et notamment dans l'Occitanie italienne, il y avait une avancée de l'italien et du dialecte piémontais, qui est une variété d'italien, sur les vallées, et sur les basses vallées en particulier. Donc il est allé sur le terrain pour questionner les gens sur ce qui était le parler local, et arriver à établir une carte, donc une délimitation qui est maintenant fait foi pour les vallées du côté entre l'occitan et l'italien. Travail qu'il a repris par la suite sur des points de la limite entre l'occitan et le français, donc notre limite nord, où il y avait des endroits qui étaient à peu près bien connus et d'autres où on avait des études très partielles et incomplètes. Donc son boulot aussi de fondateur du nationalisme occitan s'est trouvé à mener sur le terrain en géographie linguistique pour fixer qu'est-ce que c'est que l'Occitanie, où ça s'arrête, puisque l'Occitanie c'est le pays de la langue occitane, et bien quel est le territoire concerné, donc quels sont les habitants, quelle est la population concernée. Et c'est grâce à lui aussi qu'on a des précisions qu'on n'avait pas sur la zone nord, en particulier pratiquement tout ce qui va de Grenoble jusqu'aux environs de Châteauroux.